Bonsoir, messieurs et dames. Merci de nous rejoindre à ce JDS, au journal du dimanche au soir. Et le rendez-vous sera marqué aujourd'hui par ces sujets. Le président de la transition invite l'ensemble des forces de défense et de sécurité à un engagement, ou plutôt à un changement de paradigme. C'était lors de la conférence des commissaires de police jeudi dernier. Cela a eu cours jusqu'au lendemain vendredi. Quelle police justement pour le contexte sécuritaire actuel? La question sera au cœur d'un premier plateau que nous vous proposerons. Et puis avant-projet de loi portant promotion immobilière au Burkina Faso exclut la promotion foncière de l'activité de la promotion immobilière et n'autoriser la possibilité de lotir qu'aux personnes morales de droit public. C'est entre autres les objectifs visés par ces relectures. Les promoteurs immobiliers ont marqué leur désaccord. L'association des promoteurs immobiliers du Burkina, APIB, nous donnera ses raisons. Et enfin, sport, AS Douane USPA, 2-1 en faveur des Gabelous. Nous reviendrons aussi sur Hugues Fabrice Zango qui a remporté la médaille d'or en triple saut lors du meeting de Paris en 2023. Et c'était donc hier samedi. Nous allons échanger sur tous ces sujets avec Claude Romba. C'est le déroulé pour ce qui est de ce JDS, au journal du dimanche au soir. La première des rubriques, c'est celle politique. Et pour parler politique sécuritaire, conférence des commissaires, nous le disions en titre de la police, c'était jeudi et vendredi à Ouagadougou. La police nationale à l'ère de la modernisation institutionnelle et des défis sécuritaires émergents. Le président de la transition a invité l'ensemble des forces de défense et de sécurité à un changement de paradigme. Le reportage avant des échanges sur ce plateau. L'indépendance s'arrache. Toutes les grandes nations l'ont arrachée dans la sueur et dans le sang. Déclaration faite par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, face aux commissaires de police nationale rassemblés autour des préoccupations essentielles qui entravent le développement de leur institution et l'efficacité de la police nationale au plan opérationnel. Et cette lutte engagée, martèle le président, est celle de l'indépendance et il n'y aura d'excuses pour personne. Je vous le dis ici haut et fort. Il n'y aura pas d'excuses dans les jours à venir. Lorsque nous allons dessiner ce soir le déploiement, lorsque nous allons dessiner les types d'unités à constituer, il n'y aura pas d'excuses ni de pardon pour un porteur de tenue qui va trouver qu'il ne doit pas aller au front. Tout le monde ira. Parce qu'il n'y a pas de raison que les civils y aillent et que nous n'allons pas. Il n'y a aucune raison. Et au chef de l'État d'ajouter. Celui qui ne sera pas en mesure d'ores et déjà, quand vous allez retourner dans vos structures respectives, passer le message. Ceux qui ne voudront pas, ils dressent la liste. Et c'est valable pour tous les porteurs de tenue qui seront amenés à être engagés. Ils dressent la liste, on les remercie. Très simplement, parce que c'est normal. Il y a des gens qui ne sont pas en mesure, il faut le dire. Il faut avoir le courage aussi de quitter. Mais s'il y a de l'orgueil, voir donc les civils qui s'engagent, on doit partir. Cette conférence est donc le lieu de mieux affiner les stratégies pour faire face à la menace des groupes armés terroristes, selon le directeur général de la police nationale. Roger Ouedraogo dit attendre les orientations du chef de l'État afin d'être mieux outillés pour continuer le combat. Les commissaires de police ici présents font face au quotidien avec leurs hommes au péril terroriste. La conférence est donc aussi le lieu de la discussion, de l'introspection, pour mieux affiner les stratégies, se ressourcer et repartir sur de nouvelles bases. L'occasion est donc belle, Excellence Monsieur le Président de la transition chef de l'État, de recevoir vos orientations afin de repartir mieux outillés et plus avertis pour continuer le combat. La bataille bat son plein. Les attentes des populations sont fortes et le temps manque. Il faut donc aller vite, ajuster et tirer dans la bonne direction, en complète synergie d'action et dans l'interopérabilité avec les autres FDS et les VDP. Cette conférence réunit pendant 48 heures 300 commissaires de police sur les exigences du corps à l'ère de la modernisation institutionnelle et des défis sécuritaires émergents.
Retour donc sur ce plateau pour la première partie des discussions sur le sujet qui a été donc introduit par le reportage que vous veniez de suivre. Nous l'avons aussi annoncé en titre. Je m'en vais vous présenter la composition de ce premier plateau. Dr Bruce Emmanuel Savadogo, administrateur civil et ancien directeur général aussi de la Direction générale des libertés publiques et des affaires politiques. On pourrait citer beaucoup d'autres choses. Bonsoir. Bonsoir, je ne suis pas docteur d'abord. Voilà, désolé, voilà. C'est un coup, d'accord, voilà. Merci. Et nous sommes aussi avec Almissi Ouedraogo, capitaine de police à la retraite. Bonsoir. Bonsoir, M. Waha. C'est un plaisir de vous recevoir. On a partagé. Voilà, on a cette rencontre, c'était jeudi et vendredi. Le président qui s'est adressé au commissaire de police qui était là, 300 en tout, parce que la question, on la connaît, la principale c'est la question sécuritaire. Il faut récalibrer les choses pour une meilleure offre et avoir des résultats. Je pense que c'est ce dans quoi nous sommes depuis. Et le capitaine qui dit qu'il y a un genre de chevauchement dans l'occupation de l'espace. Il explique les choses un peu comme ça. Il dit que c'est pour cela que désormais des zones de responsabilité seront mieux définies. Je vais me retourner vers Almissi Ouedraogo, qui est capitaine de police à la retraite. C'est un constat aussi que vous partagez? Merci M. Baha, mais avant de répondre à votre question, je voulais rappeler ici que je suis là à titre personnel, je ne suis pas le porte-parole de la police nationale. Voilà, alors vu sous cet angle, en fait, la question était déjà à l'ordre du jour depuis plusieurs années. Le chevauchement sur le terrain était tel que confronté donc au problème du budget. Parce que les besoins sont là. Chaque localité, à un moment donné, demandait soit l'ouverture d'un commissariat de police, soit l'ouverture d'une brigade de gendarmerie. L'un dans l'autre, les deux entités de sécurité d'État se retrouvaient effectivement dans une même localité. Et donc, il y a chevauchement, comme le chef de l'État l'a dit. Alors, donc, nous gagnerons. Et là, comme je l'ai dit, c'est depuis longtemps que la question a été soulevée. Nous gagnerons à faire en sorte que là où il y a l'un, qu'on ne puisse plus amener l'autre. Qu'on puisse amener, par exemple, si dans une localité donnée, il y a déjà eu un commissariat de police, eh bien qu'on n'en vienne pas construire une brigade de gendarmerie et vice-versa. Voilà, pour gagner en qualité. Parce que les sous, comme on le dit, ça ne suit pas. Parce qu'on ne peut pas construire un commissariat de police ou construire une brigade de gendarmerie, ça demande un budget. Voilà, et on n'a pas que ça à faire, il y a d'autres priorités. Alors donc si on jouait sur le maillage en faisant en sorte que là où il y a X, bon, que Y aussi ne s'amène plus. Voilà. D'accord, c'est ce que vous pensez. Voilà, donc cette question, ça c'est pas maintenant, hein, cette question avait déjà été soulevée et des politiques à ce niveau-là avaient été élaborées et la chose suivait son petit bonhomme de chemin pour faire en sorte que quand on doit construire un commissariat de police, eh bien dans la localité c'est le commissariat de police. On ne va pas encore construire une brigade de gendarmerie et vice-versa. D'accord. Vous partagez le constat. Il y a une proposition déjà qui est faite par Almissi. Pour éviter le chevauchement, il ne faudrait même pas qu'il y ait déjà, pour des besoins d'économie, il ne faudrait pas qu'il y ait deux entités qui puissent se marcher sur les plates-bandes. En fait, il faut connaître les attributions, les compétences de chaque entité. À l'origine, lorsqu'on créait la gendarmerie nationale, et jusqu'à présent, vous savez que l'origine est française. C'est depuis 1791 qu'on a institué la gendarmerie française, et en fait qu'elle existe. Et vous savez que la gendarmerie, jusqu'à aujourd'hui, occupe les zones rurales et les zones périurbaines. Et la police occupe en réalité les zones urbaines. Donc, en fait, c'était une compétence partagée. C'était sur le plan territorial, chacun avait son rôle à jouer sur un pan du territoire donné. Et c'est ce qui devrait se faire aussi au Burkina, puisque si on copie la France à ce niveau, il faut également bien la copier. Mais nous nous retrouvons ici dans notre pays avec des localités où il n'y a ni police ni gendarmerie, tandis que vous avez des localités où il existe les deux entités à la fois. Vous savez que nous avons pratiquement 350 départements, mais vous avez pratiquement plus de 120 où il n'y a ni police ni gendarmerie. En tout cas, une centaine de départements où il n'y a aucun poste de sécurité. Pendant que dans d'autres localités, vous avez la police et la gendarmerie. Donc, en ce qui concerne donc, le partage donc, des compétences territoriales, il y a un problème. C'est un problème.
au-delà de ça, il y a aussi la question des hommes. Mais je pense que le recrutement des policiers, des gendarmes, également, et avec la crise qu'on connaît aujourd'hui sur le terrain, la mobilisation et la création des unités spéciales ne permet pas justement à ce qu'on mette un certain nombre de personnel dans chaque poste de gendarmerie ou de police. Parce que c'est au niveau donc des postes donc, de police et de gendarmerie, bien sûr, dans des camps de gendarmerie, qu'on ponctionne également le personnel pour créer en fait des unités spéciales et également pour aller au front. Donc ça, c'est un problème qui existe sur le terrain. Maintenant, par rapport donc à la construction des polices et des gendarmeries, c'est vrai qu'il y a une question de sous, mais en réalité, il y a beaucoup de populations qui se sont proposées de construire, beaucoup de communes, beaucoup de mairies se sont proposées de construire des postes de sécurité. Mais le problème se trouve au niveau donc du personnel, la police, la gendarmerie, et également à comment est-ce qu'on fait pour utiliser de façon plus efficiente les hommes sur le terrain. Vous dites, la police, on connaît bien ses prérogatives, la gendarmerie aussi, on connaît les domaines et ce qui devrait être de façon calibrée, les zones d'intervention, mais les zones d'imposition. Mais est-ce que le problème, c'est pas parce que nous-mêmes, on est dans un trou plein? Ça veut dire que soit, parce qu'il y en a qui posent le problème, mais soit on supprime l'un des deux, si l'un peut remplacer l'autre et qu'il faille à un moment donné faire des péréquations, des juxtapositions, éviter cela, est-ce qu'il n'y a pas encore qu'il faut faire disparaître en définitive? Il y en a qui le posent. Oui, encore une fois, il faut bien réfléchir avant d'agir. Parce qu'il y a des pays qui ont supprimé, bien sûr, une des entités. Vous prenez par exemple le Bénin, il y a une entité qui a été supprimée il n'y a même pas très longtemps, moins de 4 ans de cela, lorsque le président Patrice Talon est arrivé au pouvoir. Il a fait. Mais dans les pays colonisés, surtout par la France, je vais dire ceux qui pratiquent, ça existe. Vous avez dans pratiquement tous les pays de la sous-région, vous avez la police et la gendarmerie. La gendarmerie, c'est un corps militaire, mais qui joue un rôle de police administrative. La police n'est pas un corps militaire, la police est un corps paramilitaire. Donc, si on comprend bien leur rôle respectif, ils peuvent bien cohabiter sans donc qu'il y ait des couacs nécessaires. Bien sûr, c'est une question de politique nationale, c'est une question de décision politique. Si les politiques du moment décident aujourd'hui de supprimer une entité pour en créer une seule entité, ça aussi c'est une décision politique. Mais je crois que pour le moment, on peut utiliser à bon escient nos hommes sur le terrain. La gendarmerie joue correctement son rôle, la police également joue son rôle. Seulement, il faut un bon leadership au niveau donc du commandement, il faut une meilleure coordination des hommes sur le terrain, et cette coordination commence non seulement au niveau donc territorial, au niveau donc des provinces, des départements et des régions, mais également au niveau donc national, parce que là la coordination doit suivre. Quand vous êtes haut commissaire de province et que vous êtes, ou bien vous êtes gouverneur de région, vous devez être en mesure de savoir utiliser soit la gendarmerie, soit la police, dans une zone déterminée. Donc encore une fois, c'est une décision politique qui veut donc nous permettre donc soit de former une seule entité ou de les maintenir, mais en les utilisant à bon escient. Je reviens vers vous, M. Ouedraogo. Vous dites il faut être, on va dire, efficient dans les choix qu'on fait pour éviter des doublons alors qu'on n'a pas assez de sous. Mais dans ce cas, je répète la même question que j'ai posée tout à l'heure. Est-ce que si les fonctions peuvent se remplacer, pourquoi se fatiguer et ne pas en supprimer une? Ça, c'est une proposition qui revient très souvent. Oui, en fait, vous n'êtes pas le seul à vous poser cette question. Je pense que bon nombre de citoyens se la posent également. Et comme il a dit, le Bénin a tenté l'expérience. Alors, ça fait effectivement 4 ans que ça dure. Nous espérons que ça a été une expérience fort concluante. Voilà. Et si ça peut inspirer, effectivement, le politique pourra orienter dans ce sens. Voilà. Donc, tout est question du politique. C'est au politique de décider. Alors maintenant, pour peut-être revenir à un détail par rapport à ce qu'il a dit, la gendarmerie et la police au niveau de la Haute-Volta ont pratiquement évolué en respectant donc ce maillage-là. Voilà. Mais la chose a littéralement changé lorsque les coups d'État ont commencé à s'inviter en Haute-Volta jusqu'au Burkina Faso. Et c'est l'inverse qu'on a constaté. C'est la police qui était rurale
Et jusqu'à ce que nous rentrons en plein pied de la crise, dans la crise sécuritaire, en termes de maillage, c'est la police qui était plus représentée à travers le territoire national que la gendarmerie. En termes de chiffres et de tout ce qui s'ensuit, en nombre de postes de police, en nombre de personnel déployé un peu partout dans les chefs-lieux de département, surtout qu'on appelle commissariat de police de district, eh bien, c'est la police qui est au niveau rural. Voilà. Quand bien même la même police est au niveau urbain, eh bien, elle était obligée d'aller au niveau du milieu rural. Alors, donc, ça fait que, bon, puisque on faisait avec, ce sont des régimes d'exception, alors, et ça nous a amené dans ce constat. Voilà. Mais, comme je l'ai dit, depuis un certain temps, il a été question de revoir, de changer le fusil d'épaule pour ne pas avoir à dépenser pour une entité de sécurité. On en fait deux, alors qu'on gagnerait à permettre à d'autres localités d'en bénéficier. Voilà. Alors donc, pour répondre à votre question, en tant qu'acteur, en tant qu'ancien policier, si la nécessité se fait sentir, et pourquoi pas? Parce que si ça peut apporter un plus, surtout dans le maillage sécuritaire du pays, en termes de qualité, pourquoi pas? Si d'autres pays l'ont fait et que ça marche, pourquoi pas? Nous aussi, nous pouvons tenter l'expérience. Voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas un danger? Parce que tout à l'heure vous disiez, il y a un qui a dans son ADN un caractère militaire et l'autre non. Donc de façon pure et dure comme ça, on ne peut pas dire qu'on peut fermer l'un sans conséquence. Oui, le danger existe, mais je pense que tout est une question de contexte et de leadership. Je pense qu'il faut beaucoup réfléchir au contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Ce n'est pas un contexte vraiment exceptionnel. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte sécuritaire très difficile et il y a lieu qu'on puisse mener des réformes suffisamment courageuses. Et à ce niveau-là, il faut arriver à convaincre les hommes à aller dans le sens, si c'est effectivement le politique qui désire ce sens-là. Je crois que, je l'ai dit, la gendarmerie, c'est une force militaire, mais qui est employée sur le plan opérationnel par le ministère en charge de la sécurité. Ça dit que les questions opérationnelles et autres relèvent du ministère de la Sécurité, même si l'organisation des concours, l'organisation, donc la question hiérarchique, les commandements et autres relèvent donc de la question militaire, même en ce qui concerne les ressources militaires. Mais lorsqu'on se décide de faire des réformes, on prend en compte tous ces aspects et peut-être soit reverser la gendarmerie dans le corps de la police nationale, soit faire l'inverse. Ça dépend donc de la décision politique. Je reviens vers vous, M. Oudarou. Il y a le fait que le président de la transition a rappelé que c'est important, il a incité là-dessus, la mobilisation générale des FDS, il a parlé aussi donc des VDP, et il a dit... Par conséquent, donc, il a exhorté les différents corps à quitter l'esprit d'appartenance pour lutter ensemble. Ça, c'est une critique qui revient très souvent lorsqu'on parle des corps. Vous avez été policier, il y a cette rivalité-là qui revient tout le temps. Pourquoi? Et puis, pourquoi est-ce qu'à chaque fois, chacun vient dire non, il faut qu'on quitte ça, il faut qu'on quitte cela, mais ça vient dur. Oui, c'est l'idéal que j'ai toujours défendu. Et si vous vous rappelez, même sur ce plateau, j'ai eu à appeler de tous mes voeux l'engagement de tout le monde, voilà, dans une synergie d'action pour qu'on puisse venir à bout des leaders terroristes qui nous rend la vie impossible dans ce pays. Alors, donc, pourquoi les gens... c'est souvent des frottements, des petits couacs entre institutions. En fait, c'est d'abord au niveau des individus. D'accord. Oui, c'est d'abord au niveau des individus. Parce que j'ai fait des provinces où, quand vous retrouvez ensemble là, voyez, vous créez ce qu'on appelle une ambiance bon enfant et on ne sent pas la différence, on ne sent pas vous voyez, ces couacs ou ces petites animosités que peut-être le commun des mortels peut constater ça et là. Voilà. Mais quand on essaie de mettre la chose sur la route, effectivement on constate des difficultés. Voilà. Et je pense que là, c'est le politique qui peut vraiment intervenir pour que tout le monde puisse rentrer dans les rangs, comme on le dit dans notre jargon. Mais le politique, il intervient comment là? En fait, comme on l'a dit, moi je pense que ce sont des moments comme ça
où il faut prendre des décisions suffisamment courageuses. C'est le moment de transition. Lorsque le chef de l'État a parlé, il a parlé de façon véridique, claire, sans ambiguïté. Ce n'est pas un langage politique, c'est un langage réel. Donc il faut profiter donc de cette période de transition lorsqu'on veut faire des réformes, pour faire des réformes suffisamment courageuses. La question que vous avez posée tout à l'heure par rapport à la caporalisation des corps, et malheureusement ça n'existe pas que dans la police et la gendarmerie. Ça s'est développé depuis un certain temps dans tous les corps de l'État. Lorsque vous êtes administrateur civil, vous voulez aller travailler au ministère des Affaires étrangères, il y a problème. Si vous êtes au ministère des Affaires étrangères, vous voulez venir travailler au Matede, il y a problème. Si vous voulez aller travailler au niveau des finances, il y a problème. Alors que nous appartenons tous à la même fonction publique. Le problème qui s'est posé depuis un certain temps, c'est quoi? C'est les statuts particuliers dans les différents corps de métier qui a fait que les gens ont cherché à se protéger. Et au lieu de faire des ouvertures vers les autres corps, chaque corps en fait s'est renfermé sur lui-même. Et ça pose des problèmes. Lorsque vous êtes un autre corps et que vous voulez venir dans ce corps-là, ça crée un problème. Et ça, va falloir ouvrir, parce que nous sommes l'intelligence et la collaboration qu'un autre corps de métier peut apporter à un autre corps, c'est tellement important et précieux. Voilà. Donc il faut travailler à cela, mais encore une fois, il faut profiter certainement de ces moments de transition pour mettre les choses sur table et discuter franchement et clairement et prendre des décisions courageuses qui tiennent. Justement sur cette question-là, oui. Bon, vous dites le politique, mais est-ce que lui-même aussi n'a pas contribué à cela? Beaucoup vous diront que, bon, ceux-là, pendant cette période, ils ont été les chouchous du régime. Ça aussi, c'était une vérité. Oui, ça s'est inversé pour le compte des frustrations. Voilà, parce qu'effectivement, je parlais tantôt de, des coups d'État depuis la Haute-Volta. Le premier, en tout cas, qu'on peut dire que c'est un coup d'État, c'est celui perpétré par Césaire-Beau. Voilà, et il a en même temps ouvert le bal et s'en est suivi en fait toute une succession de coups d'État. Alors, donc, c'est les coups d'État. Quand il y a des coups d'État et que les uns sont privilégiés par rapport aux autres, eh bien, ça crée quoi? Ça crée des frustrations, ça crée des tensions qui couvrent. Et si vous n'y prenez garde, eh bien, ça va distendre davantage vos fils conducteurs. Voilà. Et quand bien même ce régime-là passe, eh bien, les plaies que ça laisse, c'est pas prêt à se cicatriser. Et au fil des années, ça grossit et ça devient quelque chose de monstrueux, difficile à gérer. Voilà, il vient de dire que effectivement, ça a même quitté le cadre de ces deux corps-là pour pratiquement atteindre d'autres corps civils comme les ministères, que d'aucuns pourraient peut-être appeler les autres des halogènes, alors qu'on sert le même État. Alors qu'on sert le même État. C'est ça. Voilà. Et c'est ce que aussi, au sein de la police nationale, souvent, c'est des questions que les hommes se posent. C'est pourquoi est-ce que ce traitement, si tant est vrai qu'on sert le même État et que l'État doit donner les moyens pour que les missions qui nous ont été confiées puissent être exécutées à bon escient, on ne peut pas comprendre que sur ce terrain-là, il y ait des difficultés, il y ait des incompréhensions, il y ait un blocus. C'est souvent le problème. Alors donc, comme j'insiste, je persiste, que c'est le politique. Parce que quand le politique décide, et d'ailleurs c'est au politique de décider, c'est au politique de décider. Si le politique donne les orientations et prend la décision, nous allons dans telle direction, point barre, eh bien, comme le chef de l'État a dit, celui qui ne veut pas s'engager au combat, eh bien, de laisser la liste, on le remercie. Voilà par exemple des décisions. C'est des décisions fortes, même si ce n'est pas acté, c'est de cette façon-là qu'il faut appréhender, qu'il faut aborder certaines questions. Voilà. Donc, que le politique prenne ses responsabilités et joue sa partition pour que nous puissions être à l'abri de cette tergiversation qui n'ont qu'à se durer. Vous me permettez une bonne brèche même d'ailleurs, oui. Lorsque le président parle un peu du front, oui. Il y a beaucoup de Burkinabés aussi qui regardent et qui disent, bon, si aujourd'hui le civil, on le veut, on relève comme VDP,
pour aller même au front, les policiers et autres devraient pouvoir, dans leurs fonctions, changer certains éléments et peut-être s'arrimer aux besoins du moment. Mais qu'est-ce que ça peut exiger? Il y en a qui disent, bon, pourquoi on ne fait pas comme au Mali, avec la militarisation de la police? Pour vous, comment est-ce que vous travaillez les choses? Est-ce qu'il faut y aller, ou bien c'est juste quelques petits réajustements qui permettront de faire les choses, étant entendu que les policiers eux-mêmes, à un moment donné, on dit les balles ne font pas de casting, on a besoin nous aussi d'être assez équipés pour pouvoir faire face à la foudre de feu qui vient. Qu'est-ce que vous pensez de cela? En fait, je voudrais m'appesantir un peu sur cette question-là, parce que, vous savez, parler d'engagement, le personnel policier est plus qu'engagé. Parce que lorsque la crise est intervenue, les services de police étaient dans les zones rurales. Pratiquement ce qu'on appelle aujourd'hui le front. Mais pour moi, il n'y a pas de front. Le front, il est où? Le front, tout le territoire national doit être considéré comme étant un front ouvert. Bien malin sera le Burkinabé qui pourra me dire aujourd'hui que chez lui, dans sa localité, il n'y a pas de terroristes. Ils ne se sont pas signalés d'abord, oui, mais pas qu'il n'y a pas de terroristes. Alors donc, la conséquence est que vous pouvez être, en tant que policier, vous pouvez être dans votre commissariat, et tout à coup, soudain, eh bien, des individus viennent commencer à tirer sur vous. C'est le front. Nous sommes en guerre. Tout le pays est en guerre. Alors donc, la police nationale était engagée au premier plan. Pourquoi est-ce que la situation s'est dégénérée, a dérapé et pratiquement s'est dégradée jusqu'au seuil où nous en sommes? C'est parce qu'effectivement, il y a eu des tergiversations, moi j'appellerais ça comme ça, il y a eu des tergiversations depuis le début et qui n'ont pas pu, qui ne nous ont pas permis de... Lesquelles? Les gens ne voulaient pas calibrer les armes de la police, alors que la police était là où on parle aujourd'hui de front. Alors vous êtes dans un service en proie à des attaques terroristes. Vous voulez qu'on augmente votre puissance de feu pour que vous puissiez aussi répondre à vos ennemis qui viennent vous attaquer. Et on dit non, pas question du statut, votre statut c'est comme ci, c'est comme ça. On ne vous donne pas les armes. Mais les terroristes qui viennent tomber sur vous, eux, leurs armes, c'est quel statut qui leur permet d'avoir ces armes-là? Dites-moi quel est le statut qui permet aux terroristes d'utiliser des roquettes, d'utiliser des PKMS, d'utiliser des 12-7. Il n'y en a pas. Alors donc il faut que, comme on le dit, il y a un adage aussi qui dit que lorsque votre case brûle, vous n'avez pas le choix de la couleur de l'eau. Même boueuse, cette eau-là peut servir à éteindre le feu. Maintenant, si vous êtes là, ça brûle, et vous êtes là à dire que non, les policiers n'ont pas droit, parce que c'est une question de statut, et les localités tombent, les unes après les autres. La police nationale est plus qu'engagée. Hier comme aujourd'hui, et elle le sera davantage demain. Ce que la police nationale veut, et ce que les éléments dans les rangs veulent, c'est qu'on les accompagne avec l'équipement nécessaire pour qu'ils puissent jouer leur partition dans l'affirmation de leur détermination, parce que si c'est le courage, si c'est l'abnégation, ça ne fait l'homme d'aucun doute. Oui, tout à fait. Je voudrais ajouter sur ce point. Administrateur civil, oui. Là, il reçoit un point, c'est-à-dire que ce qui était invoqué pour ne pas permettre qu'ils aient accès à ceci ou à cela, c'est la question du statut. Est-ce qu'en définitive aussi, il ne faut pas avoir le courage de revoir certaines choses, comme je rappelle le cas du Mali par exemple, pour mettre tout le monde à l'aise? Oui, mais tout à fait, parce que mais quand vous faites le bilan des hommes qui sont tombés, il y a des policiers, il y a des gendarmes, il y a des militaires. Donc, en termes d'engagement, tous les corps de défense sont engagés pour la défense du territoire national. Encore une fois, une loi qui existe, c'est la loi 32 de 2003, qui porte sur la sécurité intérieure, qui fait de la police, de la gendarmerie, qui sont considérés comme la défense civile. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont au front déjà. Et il a dit, mais la police, c'est l'entité qui est la plus déployée sur le territoire national, qui sont dans les départements, dans les provinces, bien sûr avec la gendarmerie. Mais l'armée n'a pas autant de camps dans toutes les provinces. Donc vous voyez, donc ce sont des éléments qui sont déjà sur le front et qui sont confrontés à des difficultés. Et comme il a dit, la puissance de feu est telle que
il faut nécessairement réorganiser et leur doter suffisamment en armes. Sinon, je comprends le langage du chef de l'État que je considère comme une interpellation, parce que je ne considère pas qu'il n'y a pas une seule force de sécurité ou de défense intérieure, qui n'est pas une seule force, je vais dire, qui n'est pas consciente qu'il faut donc aller au front. Parce que la police est déjà au front, la gendarmerie est au front, l'armée est déjà au front. Donc il faut pouvoir les réorganiser. Il faut une meilleure coordination donc de ces trois entités et bien sûr avec les autres paramilitaires. Parce qu'il faut utiliser à bon escient la douane, il faut utiliser les eaux et forêts, il faut utiliser aussi les policiers municipaux et les GSP. Tous ces corps-là ont reçu une formation militaire. Et la formation militaire, là, il n'y a pas de différence. Hein. Quand vous regardez pratiquement tous ces corps, quand ils vont dans une formation militaire, là, c'est pratiquement les mêmes choses. Seulement, au niveau donc, de l'armée, il y a une permanence dans la formation, il y a des tactiques, c'est la défense du territoire national, pendant que les autres sont au niveau donc, de l'intérieur. Il y a un autre vieux sujet. Dérangeant souvent lorsqu'on l'aborde avec les policiers. Le président, lui, il est toujours cash, on le connaît comme ça. Il a dit, il n'a pas manqué d'évoquer la question de la lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption, comment sortir de cette gangrène-là qui ronge ce corps? En fait, la police nationale n'est pas le seul corps dans ce pays où la structure, c'est quoi qui épingle les gens? Il y a le RENLAC qui demande souvent. Le RENLAC, c'est pas l'ASE, ça c'est le contrôle. Oui. Voilà. Donc, le RENLAC n'épingle pas que la police nationale. Il y a aussi d'autres corps, il y a d'autres services qui sont épinglés. Même si je suis d'accord avec vous que la place occupée par la police nationale n'est pas enviable du tout. Et la police nationale n'est pas le seul corps à être corrompu. La corruption est un phénomène généralisé dans notre pays. Que faut-il faire? Il faut un signal fort. Il faut un signal fort en sanctionnant. Et je suis pour ça. C'est peut-être mon âge va vous décourager, mais je suis pour que l'on bande les muscles. Parce que ce n'est pas au juste de fuir devant l'injuste. Quand ce n'est pas juste, la corruption tire l'économie vers le bas. On n'a pas besoin d'être un expert en matière de corruption économique. Si vous laissez gangréner un tel phénomène dans votre pays, c'est que votre pays n'a pas d'avenir. Votre pays n'a pas d'avenir. Donc, ce n'est pas seulement au niveau de la police nationale que je réagis. Je dis que ceux qui ont la décision pour faire reculer ce phénomène-là, eh bien, je les encourage à donner un signal fort à ce niveau. Et je crois que du côté de l'ASE-LC, un travail est en train d'être fait, et c'est à saluer d'ailleurs au passage. Voilà. Le président même qui avait dit au passage que, même au sein des FDS, rassurez-vous, l'ASE-LC va venir bien regarder. Ah oui, et puis, écoutez, c'est pas seulement l'ASE-LC. En fait, il y a des structures de contrôle qui existent déjà, il faut pouvoir les accompagner. Vous savez, dans tous les départements ministériels, il y a des corps de contrôle, des inspecteurs qui existent, qui font souvent des rapports, mais ça ne suffit pas. Il faut aller dans chaque ministère, on doit faire de façon permanente, donc c'est accompagner ces structures de contrôle là pour qu'ils jouent à bon escient leur rôle. À partir de ce moment, en collaboration avec la SE, quelque chose doit être fait, parce que la corruption, quel que soit le corps de l'État, quelle que soit la société, si on continue dans ça, on ne va jamais aller de l'avant. Il faut arriver à sanctionner, comme on l'a dit. S'il y a des faits, ça doit servir d'exemple. On doit pouvoir punir de telle sorte que les gens ne recommencent pas. Mais si vous passez par des bras raccourcis et qu'on occulte donc certaines choses, bien sûr, ça finit toujours par rattraper. Et ça, c'est une difficulté majeure dans notre pays. D'accord. Merci bien. Vous vouliez ajouter quelque chose parce qu'on va terminer et clore ce premier plateau-là. En tout cas, merci d'être passé. Je ne sais pas si c'était par rapport à la militarisation de la police. Là. Ah, vous vouliez ajouter un peu la militarisation de la police? Bon, allez-y. Pour la militarisation de la police, moi, j'y souscris. Ça n'engage que moi. D'accord. Voilà, parce que je sais que dans l'immédiat, ça pourrait nous permettre de gérer notre problème crucial qui est l'insécurité qui dure depuis pratiquement 7 ans. Alors, donc, ce n'est pas pour copier le Mali. On ne copie pas pour copier. C'est lorsqu'il y a nécessité
lorsqu'il y a nécessité et appréciant donc la situation dans sa globalité et même dans certains détails qui donnent à voir certaines orientations, eh bien, pourquoi pas, puisque nous sommes en période de transition, le chef de l'État peut, ou le gouvernement peut envoyer une proposition de loi à la LT pour que la police nationale soit militarisée. Pourquoi pas? Si ça peut nous permettre de sortir la tête hors de l'eau par rapport à cette crise sécuritaire-là, eh bien, je suis le premier à applaudir. Moi, je voulais juste une minute. Sur un point très important, il faut responsabiliser davantage les chefs de circonscription administrative. Il n'y a pas de raison que le haut-commissaire qui se trouve dans sa province ne puisse pas avoir tous les moyens nécessaires pour mettre en œuvre la force publique pour régler les crises dans sa province. Et il n'y a pas de raison que le gouverneur ne puisse pas avoir les moyens conséquents pour le faire dans sa région. Et mais autant le chef de l'État et les membres du gouvernement s'asseyent tous les mercredis pour gérer les questions de la nation, autant le haut-commissaire, autant le gouverneur doivent s'asseoir toutes les semaines avec les chefs militaires, les chefs de la police et de la gendarmerie pour évaluer la situation sécuritaire dans les circonscriptions administratives et prendre des décisions qui sait. Et quand ça les dépasse, il faut remonter au niveau central. C'est comme ça qu'on va arriver à gérer aussi en partie la question sécuritaire, au lieu que ce soit tout le temps au niveau central qu'on puisse déployer des forces sur le terrain. Merci bien, Bruce Emmanuel Savadougou. Je rappelle que vous êtes administrateur civil. Merci pour votre contribution et cet éclairage. Merci aussi à vous, Amissi Ouedraogo, capitaine de police à la retraite. Merci pour vos éclairages aussi et votre contribution. On va poursuivre ce JDS, journal du dimanche au soir, avec une autre rubrique, c'est celle société. Exclure la promotion foncière de l'activité de promotion immobilière et puis n'autoriser la possibilité de lotir qu'aux personnes morales de droit public, c'est entre autres les objectifs qui ont été visés par un atelier qui s'est tenu, c'était cette semaine même, avant projet de loi portant promotion immobilière au Burkina Faso. Le ministre de l'Urbanisme a d'ailleurs rappelé le contexte qui a conduit à ces concertations avec les acteurs de la promotion immobilière et donc le gouvernement avec évidemment son rôle central. Retour sur la rencontre avec ce reportage. Depuis plusieurs années, le Burkina Faso est confronté à une crise concernant la question foncière, notamment le lotissement des parcelles et la question de promotion immobilière. Afin de faire face à cette question qui dérange et qualifiée d'une bombe sociale, le gouvernement a adopté un projet de loi pour recadrer ce secteur. Ce vendredi, l'ensemble des acteurs sur les questions foncières et immobilières est réuni pour valider l'avant-projet de cette loi portant promotion immobilière. Nous avons invité tout le monde, y compris les promoteurs immobiliers. Donc s'ils ont des contributions à nous apporter, ça va nous permettre, on va dire, d'affiner davantage notre document pour pouvoir le soumettre aux autorités. Donc nous voulons rassurer vraiment tous les acteurs que le caractère participatif et inclusif dans l'élaboration de ce document-là nous tient à cœur. Donc nous invitons tout le monde à participer à la réflexion sur la base de ce document de travail qui est soumis à l'examen des acteurs qui interviennent au niveau de la chaîne foncière. Il s'agit au cours de cet atelier de valider les différentes mentions de l'avant-projet de loi qui doit permettre de redéfinir la promotion immobilière, laquelle exclut désormais la promotion foncière de l'activité de promotion immobilière. La nouvelle loi n'autorise la possibilité de lotir qu'aux personnes morales de droit public, limiter les superficies aux fins de promotion immobilière à 25 hectares. Nous pensons qu'en redéfinissant, on va dire, les questions qui encadrent la mobilisation foncière et également en redéfinissant carrément l'activité de promotion immobilière, nous allons nous donner les garanties nécessaires pour encadrer cette profession-là. Parce que ça y va de l'intérêt même des acteurs sérieux qui œuvrent dans le domaine-là, qui sont aujourd'hui débordés par des acteurs indélicats qui se livrent à des pratiques condamnables sur le terrain, à l'accaparement des terres et également à la vente de terrains nus sans aménagement. On rappelle, ce projet de loi qui fait objet de validation a été déposé à l'Assemblée nationale le 26 octobre 2021, puis rappelé à l'Assemblée législative de transition le 5 décembre 2022.
Nous sommes rejoints sur ce plateau par David Nana. Bonsoir. Bonsoir Geoffroy, bonsoir aux téléspectateurs. C'est un plaisir de vous recevoir. C'est vrai qu'on a annoncé l'association des promoteurs immobiliers du Burkina, l'APIB, qui devrait être là, avec qui on devrait échanger. Parce que eux, je pense qu'ils ont claqué la porte aux discussions qui sont en train d'être menées, parce que la vision du gouvernement n'est pas forcément partagée par eux. Mais quand cela les tienne, on va aborder ce sujet. Et puis c'est la deuxième fois qu'ils nous font ce fourgon. Tout à fait. On va noter d'ailleurs. On va noter cela. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de façon générale de cet avant-projet, de ce qu'il y a comme réforme? La question, elle revient toujours sur la table, la question de la promotion immobilière. Vous êtes pas sans savoir que depuis longtemps, au Burkina Faso, c'est une question qui préoccupe bon nombre de gouvernants. Ainsi donc, depuis même Blaise Compaoré jusqu'au jour de la transition, en passant par le président Roch-Marc Christian Kaboré, beaucoup d'initiatives, des enquêtes parlementaires même qui ont été initiées, qui mettaient à nu certaines dérives, jusqu'à ce qu'on arrive à mettre Béni Sankara, qui lui aussi, après une commission mise en place, cette commission qui d'ailleurs a fait la proposition de ces réformes en matière de cette loi. Bon, une des réformes qui déjà ne sont pas très bien appréciées par les acteurs, notamment les promoteurs immobiliers. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que de façon générale, ce qui change conséquemment dans ce projet-là, dans cette réforme, il s'agit notamment le fait d'exclure la promotion foncière de la promotion immobilière. Ça veut dire que désormais, la vente des terrains nus ne sera plus la chose pour les promoteurs immobiliers. Ce sera laissé à l'État, ainsi que le lotissement. Désormais, le privé ne pourra plus lotir. Ce sera l'apanage du public. Et puis aussi restreindre, limiter, n'est-ce pas, les parts en termes d'hectares. On dit 25 hectares, c'est ce que va être attribué, n'est-ce pas, à ces promoteurs immobiliers. Et puis revoir aussi, en ce qui concerne les sanctions, bien définir les sanctions qui vont avec ceux qui ne respectent pas la loi dans ce secteur-là. De façon générale, voilà ce qu'on peut retenir. Mais comme je l'ai dit, c'est pas toujours bien apprécié par les promoteurs immobiliers eux-mêmes. En tout cas, le mot qu'on tu dis, c'est que ces promoteurs immobiliers n'acceptent pas ces réformes. Ils l'ont d'ailleurs fait savoir, et c'est dans ce reportage. Attention, président, ne faites pas exploser la bombe foncière. Président, nous sommes avec vous. Ne tombez pas dans leur piège. Voici entre autres les pancartes arborées ce vendredi par les manifestants qui disent s'opposer à l'atelier de validation de l'avant-projet de loi sur la promotion immobilière. Un mouvement soutenu par l'association des promoteurs immobiliers du Burkina, APIB, qui du reste a quitté la salle des travaux en signe de protestation. Cet avant-projet de loi est une entorse grave à la liberté d'entreprise, principe prévu et garanti par les textes OADA. L'avant-projet de loi va créer une déchirure du tissu social car elle dénie aux propriétaires terriens le droit de céder ces terres à la clé des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison et de lourdes peines d'amende. Cet avant-projet de loi interdit à tout citoyen de construire un habitat, quel que soit le type ou le lieu, sans un recours préalable au ministère de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'Habitat, sous peine de sanctions allant jusqu'à la démolition aux frais du citoyen. L'association des promoteurs immobiliers du Burkina estime par la même occasion que l'avant-projet de loi sur la promotion immobilière ne répond pas aux besoins des populations. Cet avant-projet de loi est identique à tout point de vue à la précédente et qui avait été combattue par la population burkinabé. Cet avant-projet de loi instaure un système de monopole de l'État, des collectivités territoriales et des sociétés d'État. Si on se réfère à l'enquête parlementaire de 2016 sur le foncier, une seule autorité avait détourné plus de 2000 parcelles, sans oublier les 105 000 parcelles de l'enquête recommandée, dont l'enquête recommandait le retrait. C'est dire que reconnaître le monopole du foncier exclusivement à des entités étatiques est suicidaire et revient à ne plus tirer de leçons sur le passé. Ces promoteurs immobiliers dénoncent par la même occasion un acharnement de la part de leur ministère de tutelle. Le ministère a toujours fait croire que les promoteurs immobiliers ont mobilisé le foncier entier du pays avec un chiffre de 30 000 hectares, c'est-à-dire 17 km sur 17 km. Vous comprendrez que ces affirmations visent intentionnellement à monter l'opinion publique contre les sociétés agréées de promotion immobilière qu'ils font exprès de confondre aux morcelaires des terres appelés généralement non lotis
une pratique qui existait depuis les années 60 et qui aurait pris l'ampleur jusqu'à aujourd'hui. En attendant qu'une suite ne soit donnée à cette affaire, l'association des promoteurs immobiliers du Burkina APIP entend relayer l'information à l'ensemble de ses partenaires. La PIB qu'on écoutait tout à l'heure sur le même sujet, on devrait les avoir, je rappelle encore, mais qu'à cela ne tienne, on a pu avoir le point de vue premier, mais il faut dire que ça évolue parce qu'en leur sein, on a l'impression qu'ils ne s'entendent plus d'ailleurs. Oui, des dernières informations qui nous reviennent, il s'est dit qu'à leur sein même, il y a déjà une faction, il y a une partie qui dit ne pas forcément se reconnaître dans ces attitudes-là, parce que vous savez, la question de la promotion immobilière, il faut des réformes avec beaucoup de courage. Parce qu'on a dit d'un côté, c'est un arbitrage qu'il faut faire. Le logement est un droit, c'était un droit immuable, c'est un droit de première catégorie, si on peut le dire ainsi. Alors donc, d'un côté, il y a cette volonté d'offrir à la population ce droit-là, ce logement-là. Et puis d'un autre côté, on a aussi ceux qui en font des affaires. Maintenant, on ne dit pas que tout le monde est dans le même sac, parce qu'il y en a aussi qui, dans leur vocation de faire la promotion immobilière, arrivent à loger, mais alors là, d'énormes familles à travers des logements décents qu'ils offrent à ces derniers. Mais la spéculation foncière, elle aussi est là. C'est un problème aussi qui existe. Les chiffres disent d'eux-mêmes. En 2014, on avait seulement 9 promoteurs immobiliers agréés. En 2014, on est passé à 200. En 2020, on est passé à 275. La loi du marché voudrait que, puisqu'il y a l'offre, au moins les coûts soient élevés. Mais vous et moi savons que ce n'est pas le cas. Ce qui veut dire que véritablement, il y a problème. Et s'il y a problème, il faut des réformes fortes. Il faut à un moment donné aussi, on n'est pas en train de faire le jugement de qui que ce soit. À un moment donné, chaque acteur puisse comprendre que ce qui devrait prévaloir ici, c'est vrai, il y a l'activité économique d'un côté, mais il y a aussi cette volonté-là d'offrir un logement décent à la population burkinabé, si bien qu'il faut trouver un juste milieu. Moi, la promotion immobilière, on aime parfois la caricaturer avec les secteurs comme l'éducation et la santé. C'est-à-dire, il y a le business, c'est vrai, mais il y a aussi le côté social qu'il ne faut pas oublier. Mais il faut reconnaître, tout à l'heure, il disait que bon, ils ont l'impression d'être vous hégémonie par les gouvernants, mais il y a que la promotion immobilière pour certains est devenue plutôt une spéculation foncière et ça, il faut vraiment encadrer cela. Maintenant, de l'autre côté aussi, il y a peut-être que chez les Burkinabés, de façon générale, on doit travailler aussi sur certaines perceptions. Le droit, c'est le droit au logement, mais on a l'impression que tout le monde défend le droit à une parcelle. C'est ça. Et ça aussi, c'est des éléments à changer. C'est des éléments, c'est pourquoi je dis qu'il faut saluer ces promoteurs immobiliers qui font leur travail, parce que vous en avez des légions qui viennent sur la base d'engagement pris. Ben, je prends un tel nombre d'hectares, je vais construire 20 000 logements. Après, on se retrouve avec seulement une centaine de logements et le reste a été morcelé pour être vendu nu. Donc finalement, l'objectif qu'on a recherché dès le départ n'est pas escompté, si bien qu'on revient encore avec d'autres problèmes. Je pense qu'il faut avoir le courage, il faut se parler franchement et accepter aussi le dialogue parce que de ce qui ressort, la porte a été claquée. Peut-être qu'il faut aller, il faut se dire les choses comme on l'entend et puis se trouver un juste milieu pour satisfaire toutes les parties. Merci bien David Nana pour être resté avec nous pour aborder ces questions liées à la promotion immobilière. On va passer à une autre frange de ce JDS, c'est la partie culture. Et dans cette partie culture, on va s'intéresser à la 3e édition de la nuit culturelle et artistique qui récompense les acteurs qui, durant toute l'année, accompagnent la culture dans toutes les 13 régions du Burkina Faso. Et cette nuit-là, c'était le vendredi à Ouagadougou. Elle a été placée sous le thème « Quel accompagnement des médias pour les produits culturels ?» Elle est une œuvre de la Confédération nationale de la culture à l'occasion de sa rentrée culturelle et placée sous le parrainage du ministre de la Communication. Nous y revenons ici avec Yacinthe Sabadougou. Nuit de reconnaissance et d'hommage pour les intermédiaires de la culture au Burkina Faso. En effet, ces intermédiaires, pour la plupart méconnus, ont vu leurs efforts dans l'accompagnement de la culture reconnue au cours d'une cérémonie le 10 février dernier. Placée sous le thème « Quel accompagnement des médias pour les produits culturels ?» Cette soirée a vu la présence du ministre en charge de la culture, des arts et du tourisme. C'est une soirée de reconnaissance et donc il sied de féliciter tous les récipiendaires ce soir, tous ceux donc auxquels
la CNC a décidé de décerner des prix ce soir pour toute la contribution qu'ils ont pu apporter donc, au monde de la culture de façon générale. Je pense aujourd'hui que c'est grâce à toutes ces contributions, ceux qui croient en la culture, qui croient en nos artistes, qui croient en nos créateurs, c'est grâce à eux aujourd'hui que la culture burkinabé reste debout, malgré bien sûr toutes les difficultés. Selon le président de la Confédération nationale de la culture, il était normal de reconnaître les mérites de ces acteurs qui soutiennent la culture au Burkina Faso. Vous savez que dans ce que nous faisons comme activité, les soutiens sont rares et difficiles à avoir. Alors, si on se contente de Ouaga, on ne récompensera que les acteurs de Ouaga qui animent la vie culturelle. Alors on a demandé au coordonnateur des régions de chacun dire dans sa région qui les accompagne pendant toute l'année culturelle à pouvoir réaliser leurs projets. Vous avez vu, c'est merveilleux. On découvre qu'au-delà des sponsors classiques, des mécènes classiques qu'on connaît, il y a des gens qui font des actions dans les régions. C'est à féliciter, on doit remercier toutes ces personnes-là, toutes ces belles âmes qui permettent à la vie culturelle de s'animer malgré la difficulté des crises que nous traversons. Des distinctions qui viennent comme une interpellation selon les lauréats. Je suis animé d'une très très grande joie. Je suis vraiment très content. Simplement le fait que, en tout cas, les gens de la culture, les gens de ma région ont pensé à moi que ce que je fais est vraiment salutaire. Vraiment, je suis très content. Au niveau de la culture, je suis prêt, en tout cas, à les soutenir. Ça me rappelle vraiment le défi qu'en tant que Burkinabé, je dois relever. Comme on dit, chacun a une mission sur la terre. Et moi, j'ai opté vraiment de m'investir beaucoup dans la culture, d'accompagner la culture tant que je le peux, parce que je suis moi-même un pur produit de la culture. Voilà, je fus, je dirais, manager d'artistes. Je connais ce que les artistes vivent. Je connais un peu ce que ce monde musical vit. Donc tant que je peux, voilà, je fais tout possible pour les accompagner. Donc je pense que c'est dans ce sens que la reconnaissance est venue aujourd'hui, ce soir. La Confédération nationale de la culture est une organisation de la société civile culturelle. Elle regroupe 6 fédérations et plus de 600 associations dans les 15 régions du Burkina Faso. Après la culture, le sport, et c'est la dernière rubrique de ce JDS. Je suis rejoint par Claude Rombard. Bonsoir. Bonsoir Geoffroy. En tout cas, très ravi de vous retrouver. Belle cravate. Merci, c'est un plaisir partagé. On va parler sport, forcément, puisque c'est bien la rubrique qui est dédiée à cela. On va s'intéresser à notre championnat national et puis on va parler de performance aussi du Burkina, des Burkinabés hors de nos frontières. Tout à fait. On commence donc par le championnat avec ce que nous avons déjà en image, c'est AS Douane USFA. Cela s'est disputé hier. On aura donc les images des différents buts. Je pense que sur ces images-là qui viennent là maintenant. Mais il faut dire que c'était un match véritablement difficile pour l'AS Douane qui est un peu dans le dur et surtout que Salitas revient de façon, je dirais, comme un bolide dans le rétroviseur de l'AS Douane qui a laissé filer, il faut le rappeler, sur ces 3 derniers matchs se sont terminés par 3 matchs nuls et donc il fallait se reprendre face à l'USFA et ça va commencer pour les Gabelous puisque l'USFA a marqué grâce à Alassane Sawadogo sur une faute, une perte de balle de Clément Putrapa que vous voyez sur ces images qui a dû se rattraper sur un coup franc magistralement tiré qui permet donc à l'AS Douane de revenir au score et puis un revenant également aussi qui n'a plus sa place de titulaire dans l'équipe de l'AS Douane. Il s'agit de Claver Tiendrebego qui a fait les beaux jours de l'AS Sonabel quand l'AS Sonabel a remporté le titre, surtout avec évidemment son compère de tous les jours qui est du côté donc de, je dirais du côté du Maroc et donc Claver Tiendrebego
qui a réussi à permettre donc à l'AS Douane de revenir à 2-1. Il faut dire que ce fut un match assez intéressant et évidemment ce sauvetage donc du gardien de but de l'AS Douane qu'on surnomme le Pigeon, qui a été sacré joueur AGSB du mois dernier et donc qui a permis à son équipe de pouvoir donc rester sur cette victoire 2-1. Mais que ce fut dur pour l'équipe de l'AS Douane, tous ces joueurs, il faut le dire, lors de la première partie donc de jeu, évidemment pour dire que la pression est forte sur les Gabelous. On écoute d'ailleurs les entraîneurs et puis après on revient. Il y avait la place pour prendre au moins quelque chose. Avec le premier but qu'on prend, c'est un manque d'expérience parce que là, le mur, je le vois très long, mais les joueurs ne font rien pour le raccourcir. Voilà, donc c'est le manque d'expérience. Ça a été trop facile. Voilà, pour l'égalisation a été très facile. Après, on y croyait, mais à 10, c'est pas facile face à une équipe comme l'AS Douane. Mais il faut féliciter les joueurs quand même pour le courage. À 10, on s'est réorganisé pour continuer à exister, à gratter des situations de but, tout en étant toujours vigilant en phase défensive. C'est pas facile. Voilà, ça a été un match où ils ont tout donné. On voulait plus que ça. Malheureusement, on n'a pas su gérer les petites situations de but qu'on a eu jusqu'à la dernière, voire jusqu'au dernier coup franc. Voilà, ça on devait pouvoir marquer parce que c'est comme ça qu'eux aussi ont marqué. Donc ce sont ces petits détails là qui font la différence. Et comme nous avons une équipe jeune qui manque d'expérience, c'est à ce niveau que ce soit l'AS Douane a pris le dessus, quoi. Bagué, le coach de l'histoire qu'on venait donc d'écouter sur sa lecture du match, et les journalistes n'ont pas pu avoir l'autre coach, Kamou Malo. Il n'était pas trop content, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais il faut dire que l'AS Douane aujourd'hui est sous pression, il faut le dire, et je pense que la pression est difficile à gérer du côté de l'AS Douane, ce qui fait que ça devient difficile. C'est vraiment étonnant de la part d'un expérimenté comme Kamou Malo, mais je pense que c'est plus question de pression, parce qu'on a vu, c'est vrai qu'à la fin de la rencontre, on a vu le supporter de l'AS Douane, les dirigeants de l'AS Douane se plaindre parce que bon, ils estimaient que l'arbitrage n'a pas été forcément à leur faveur, mais je pense que à l'heure des chars, il faut comprendre que c'est aussi ça. Je pense que c'est l'environnement qui n'arrive pas à maîtriser. C'est tout nouveau pour cette équipe de l'AS Douane qui aujourd'hui se voit donc leader, et aujourd'hui il faut qu'ils comprennent que quand on est leader, ben, c'est l'équipe à abattre. Tout le monde veut se taper le leader, et ça devient comme ça devient difficile. Je pense que c'est vrai que même si l'arbitrage peut être décrié à un certain moment, je pense que c'est pour les deux équipes. Moi, personnellement, je ne vois pas forcément de raid d'arbitrage sur cette rencontre qui serait de nature véritablement à impacter sur le résultat. L'arbitre est un être humain, il peut se tromper sur une ou deux occasions, mais je pense qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat, et que jusqu'à ce que l'AS Douane puisse évidemment se comporter de la sorte. Je pense plus que c'est une question de s'attendre aussi se braquer au point de ne pas parler aux journalistes. Bon, ça s'explique pour vous? Bon, je sais que après, ils ont fait sortir donc un autre entraîneur adjoint, Antoine Ilboudo, pour parler, et que bon, après les journalistes ont refusé. Mais bon, je pense que tout cela aussi montre également l'importance aujourd'hui d'organiser les conférences d'après-match. Je l'ai toujours dit, on a toujours attiré l'attention donc de la Ligue professionnelle de football, la Ligue régionale donc de football du centre. Il faut aujourd'hui qu'on arrive à ce niveau-là de pouvoir donc emmener les gens à aller vers les conférences de presse d'avant-match. Parce que quand c'est pas organisé aussi, je pense que d'avant et d'après-match. Oui, d'avant et d'après-match. D'avant c'est organisé, donc d'après-match aussi on doit pouvoir l'organiser. Parce que après le match, normalement, quand vous regardez le règlement, normalement, les arbitres devaient même interdire cela. Les arbitres devaient donc faire de telle sorte que les équipes rentrent dans les vestiaires, quitte après à ressortir. Et c'est dans ce cas-là qu'on peut donc inviter l'entraîneur ou l'adjoint, ou en tout cas un joueur pour la conférence d'après-match. Du coup, quand c'est pas organisé comme ça, ben, je pense aussi qu'il y a un problème de sécurité. Bon, les entraîneurs peuvent aussi ne pas répondre. Je ne dis pas que ça a été le cas, parce que bon, pour l'AS Douane, on a compris qu'ils étaient un peu frustrés de l'arbitrage
pour moi, je ne voyais pas de quoi être frustré. Surtout qu'il y avait eu une occasion, si l'arbitre avait été vraiment, je dirais, contre l'AS Douanes, il aurait pu siffler penalty. Parce que pour moins que ça, les arbitres ont sifflé penalty, même dans ce face au foot. Je pense que la proximité du joueur qui a tiré et le joueur qui prend le ballon de la main dans la surface de réparation, ça peut être sifflé ou ça peut ne pas être sifflé. Normalement, ça ne se siffle pas, l'arbitre ne l'a pas sifflé. Donc je ne pense pas que l'arbitre soit venu dans une intention de vouloir donc punir cette équipe de l'AS Douanes. Donc du coup, je pense que... Mais c'est la pression. La pression du leader. On a vu l'AS Douanes qui était à un moment donné à une portée, je dirais à une grande portée, où on a l'impression qu'elle ne pouvait plus la rattraper, mais 3 matchs consécutifs, match nul, ça vous fait perdre 6 points. Alors que vous avez vu Salitas qui a signé aujourd'hui sa 7e victoire de rang, ça veut dire que Salitas est dans une situation, dans une grande famille qui est en train de revenir comme un bolide dans les rétroviseurs donc, de l'AS Douanes. Et donc c'est une vraie pression. C'est une vraie pression aujourd'hui. L'AS Douanes est à 3 points seulement, donc c'est-à-dire qu'à un match de cette équipe de l'AS Douanes. Donc du coup, il y a la pression. Et également, les adversaires aujourd'hui que les deux équipes vont rencontrer, ce sont les adversaires aussi qui sont des calibres, qui se battent pour le maintien ou qui se battent en tout cas pour leur survie. Vous avez l'USFA aujourd'hui qui n'est pas forcément sorti de l'auberge, donc l'USFA qui a besoin donc de points, et donc l'USFA ne va pas se laisser faire. Vous avez donc du coup, ça fait qu'on a l'impression, l'AS Douanes a l'impression que bon, les dirigeants là-bas, les dirigeants sont contre eux, mais bon, il faut aussi comprendre que quand on est leader, et c'est partout comme ça, hein, vous regardez en France, le PSG pense que tout le monde est contre eux, vous regardez du côté de l'Espagne, le Barça pense aujourd'hui que les arbitres penchent pour le Real, mais c'est comme ça, c'est comme ça qu'il faut prendre, c'est la pression du leader, et il appartient donc à l'AS Douanes de pouvoir gérer cette pression-là et de pouvoir mettre à l'abri les joueurs pour qu'ils puissent s'intéresser au jeu. Vous avez vu par exemple ce ballon que Clément Pitorapa il perd dans l'entrejeu et qui occasionne le but, il joue un peu de facilité, il pense que l'arbitre va siffler, alors que bon, c'est un jeu aussi de contact, donc du coup il va falloir jouer, il va falloir aller chercher les victoires, et c'est ce qui moi aujourd'hui ça laisse entrevoir en tout cas un championnat très relevé et assez intéressant. Voilà, vous avez des équipes comme aujourd'hui le Real du Faso, même l'Étoile filante de Ouagadougou qui se bat pour sa survie. Donc quand vous croyez ces équipes-là, ou la SEC de Koudougou qui se bat également aussi pour sa survie, rien jusqu'à la... Voilà, je pense, jusqu'au peut-être aux 3 premières places, je pense que personne n'est encore à l'abri. Donc du coup, ça fait que le championnat il est relevé et tous les matchs vont être disputés. Et ça nous plaît beaucoup parce qu'on aura un champion qui va sortir voilà, véritablement avec de la carrure. Voilà. Ça me permet d'aller le point de cette 20e journée du face au foot. L'AS Sonabel qui, il faut le dire, a remercié son entraîneur Drissa Ouedraogo, a été accroché ou un match nul 0 partout avec le RCB. Royal Étoile filante de Ouagadougou, 1 but partout. Il faut dire que l'Étoile avait un déplacement périlleux, mais a réussi donc à accrocher le point du match nul du côté de Bobo du Lasso. Majestic a étrié la SEC de Koudougou 5 buts à 0, le plus large score de cette journée. La SFB qui est dans une bonne dynamique après sa victoire face au rival le RCB enchaîne une deuxième victoire face à l'AS Police, 2 buts à 0 et se donne vraiment un bol d'air dans ce classement. Le Real du Faso et Raimo dans évidemment le bal des promus se sont neutralisés 1 but partout. L'AS Douanes à l'arraché a pris ou du moins au caractère plutôt à renouer avec la victoire face à l'USFA 2 buts à 1. Salitas a pris le meilleur sur l'AS Yenenga 1 à 0. Il faut dire que lors de cette rencontre Salitas AS Yenenga, la GSB a procédé donc à la remise du prix du joueur à GSB du mois de janvier. Et ce prix a été décerné évidemment à Ali Vital Ouedraogo qui l'a fêté de la plus belle des manières, puisque c'est lui qui permet donc à celui qui offre cette passe décisive à Salif Bagaté pour la victoire de l'ASFA. Au passage, il faut remarquer que Salif Bagaté qui avait longtemps, qui est resté longtemps muet, donc a porté son total but à 12 et reste toujours leader donc du classement des meilleurs buteurs. Vitesse et le RCB, le RCK plutôt, se sont neutralisés 0 but partout, ce qui
qui fait que l'AS Douane est toujours en tête avec 44 points, suivi de Salitas qui ne lâche pas et qui est à 3 longueurs derrière 41 points. Vitesse est 3e avec 35 points. Les deux qui sont dans la zone de relégation sont l'Étoile filante de Ouagadougou, 17 points, et l'AS Police qui semble condamné avec 6 points. Voilà pour le classement du face-au-foot. C'est ce qu'on peut retenir du championnat national. Tout à fait. Il y a d'autres actualités sportives qu'on a bien voulu concocter et garder. Bonne nouvelle pour Hugues Fabrice Zango. Oui, bonne nouvelle pour Hugues Fabrice Zango qui enchaîne une 3e médaille d'or. Donc sur 3 meetings consécutifs, et je pense que ça montre également que le Burkinabé est en grande forme, puisque ce samedi, lors du meeting de Paris, il a fait un bond à 17 mètres 43 lors de son 5e essai et sacré. Donc médaille d'or donc du meeting de Paris, de bon augure. Il faut savoir que Hugues Fabrice Zango est en train donc de préparer sérieusement JO de Paris 2024, c'est l'année prochaine déjà, et donc le Burkinabé qui respire une grande forme pareille. On sait qu'il a été médaillé olympique au médaillé de bronze, donc au dernier JO, et je pense que pour le moment ça va bien pour Hugues Fabrice Zango, et on espère que Paris voilà, ça va 2026 je pense, donc ça va lui permettre évidemment de se préparer normalement, et donc d'avoir donc une visée, pourquoi pas pour on va pas s'emballer, hein. C'est vrai que c'est encore loin certes, mais bon, ce qu'il faut éviter en la matière, c'est des blessures, tout ça. Il y a il a quelqu'un qui le coach qui connaît un peu cette pression là, et qui Tango, et qui sait aussi que quand vous représentez votre nation à ce niveau là, c'est beaucoup de choses que vous portez sur les épaules, et c'est pas rien. Et tout à fait, je pense que on peut saluer évidemment ces performances de Hugues Fabrice Zango qui aujourd'hui fait la fierté du Burkina Faso, notamment en matière d'athlétisme. On a vu la semaine dernière également où Marc Akwala également se signalait très fort dans le triple, dans le saut à longueur. Voilà, donc ça montre que l'athlétisme burkinabé aussi est en pleine progression, et on espère également qu'on va continuer ainsi avec ces belles performances pour permettre donc au sport burkinabé de hisser haut le drapeau de notre pays qui en a besoin, surtout en cette période-là. Une autre actualité pour terminer? Une autre actualité, on va parler de cyclisme, le championnat d'Afrique de cyclisme qui se tient actuellement du côté du Ghana. Il faut dire que les Burkinabés se comportent bien, et Awa Bamogo évidemment en course individuelle sur route a réussi donc à arracher la médaille d'argent lors de cette compétition. Je pense que ce n'est pas rien du côté du Ghana. Les Burkinabés font sensation, et je pense que c'est très bien pour le cyclisme burkinabé qui véritablement est en train de, je pense également, le Tour du Faso n'a pas eu lieu, et je pense que ça permet quand même à nos cyclistes de montrer un peu ce dont, surtout que ça c'est un championnat d'Afrique, et je pense que déjà Awa Bamogo, en cyclisme féminin que vous ne comprenez pas très bien, mais qui réussit quand même à se faire valoir, je pense que c'est important. C'est important, et c'est bien de célébrer cela. Toutes ces personnes-là qui vont très loin, ici, le drapeau du Burkina. En tout cas, merci. Merci à vous. Oui, tout à fait. Je pense que... Voilà, donc si vous voulez, je suis tout de suite avec vous pour dire que le sport burkinabé est en pleine progression et qu'il faut l'aider. Merci, c'est avec ces paroles aussi qu'on va terminer ce JDS. En tout cas, merci à vous d'être passé sur ce plateau. Un JDS, le journal du dimanche soir, que j'ai pris plaisir à présenter. On se donne rendez-vous dimanche prochain, et d'ici là, portons-nous bien.